Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil avec notre invité ce matin, Florian Philippot, président des Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Florian Philippot, je voudrais d'abord commencer cet entretien avec ce procès des assistants parlementaires du Rassemblement national qui a donc débuté hier. Peut-être pourriez-vous nous rappeler un peu de quoi il s'agit, puis votre position vis-à-vis de cette affaire. Vous êtes indirectement concerné par cette enquête, mais vous n'êtes pas invité en tout cas à comparaître, il me semble. Voilà, je vous laisse peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Ah oui, non, je ne suis plus du tout concerné. Je ne suis pas mis en examen ni renvoyé effectivement en procès. En fait, c'est une affaire qui a commencé en 2014 ou 2015, si ma mémoire est bonne, 2015 peut-être, quand l'alors président du Parlement européen, Martin Schulz, allemand, signale un organigramme du Front National à la ministre de la Justice d'alors, Christiane Taubira, qui saisit la justice en disant c'est pas normal, il y a des gens qui sont sur un organigramme et qui en même temps sont assistants parlementaires, donc c'est la preuve que ces gens-là ne travaillent pas pour l'Union européenne, etc. Et puis toute une enquête derrière et qui aboutit à ce procès aujourd'hui, où je ne sais plus combien ils sont, 26 ou 27 à être renvoyés. Mais beaucoup plus ont dû s'expliquer, ce qui a été forcément mon cas puisque j'étais dans l'organigramme, enfin tous ceux qui apparaissaient dans l'organigramme à l'époque. Ouais. Et puis voilà, moi il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y a pas de problème, mais donc il y a ce procès. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le FN était pour le Frexit. Il ne l'est plus, raison pour laquelle je l'ai quitté. Il était très virulent à l'époque, il voulait aussi quitter l'euro, Schengen, enfin on était sur un autre parti, c'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui, hein. Et donc il était l'ennemi public numéro 1 de l'Union européenne. Voilà, donc on était à la base sur quelque chose d'évidemment politique. Martin Schulz, Christiane Taubira. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème systémique sur la définition d'un assistant parlementaire, puisque ça concerne en France 3 partis, le MoDem, LFI et le RN, ce qui prouve que ce n'est pas simplement l'œuvre ou la malfaisante d'un parti politique, c'est que c'est peut-être un problème plus systémique. Voilà. Après, moi, je ne me mets pas à la place des gens qui sont renvoyés devant un procès. Ils ont leurs avocats, ils se défendront. Je ne vais pas rentrer dans chaque dossier. Et il y a peut-être des problèmes particuliers. Mais sur le problème systémique, je crois qu'il devrait être résolu par la création d'une banque de la démocratie, parce qu'il y a des problèmes de financement des partis politiques. Alors aujourd'hui, le FN n'en a plus parce qu'il a énormément d'argent public. Mais le problème, c'est qu'à côté, vous avez des mouvements comme le nôtre qui avons 0 € d'argent public. Vous n'avez aucune subvention ? On n'a rien du tout. Non, on n'a rien. On avait un petit peu suite aux législatives de 2022 parce qu'on avait présenté des candidats et donc on avait, vous savez, c'est déterminé par le score aux législatives. Et donc on en avait un petit peu, mais pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on fait. Mais là, on n'a plus rien depuis la dissolution de 2024 parce que ça a tout annulé. Et sachant qu'en fait, on n'a jamais rien gagné parce qu'en fait, les quelques subventions qu'on a eues suite à 2022 nous ont juste permis, et pas encore totalement, de rembourser ce que nous avaient coûté les élections de 2022. Parce que ça coûte des élections de se présenter, il faut financer ses bulletins de vote, etc. Donc, tout ça est délirant. Et à côté, vous avez des partis qui entassent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros d'argent public. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils en font, c'est trop pour un parti politique. Donc, vous voyez, il faudrait trouver un juste milieu par une banque de la démocratie que proposait d'ailleurs à l'époque François Bayrou, mais il a oublié entre-temps qu'il avait proposé ça, parce qu'il n'en parle plus jamais. Florian Philippot, quels sont, pour conclure avec ce sujet, les risques, les conséquences de ce procès, les conséquences politiques ? Quelles pourraient-elles être ? Alors, je crains malheureusement qu'il y ait déjà des conséquences politiques. C'est que je constate la grande mollesse du RN par rapport au gouvernement Barnier, qui refuse de voter la motion de censure et qui refuse aussi de voter la destitution qui arrive pourtant pour la première fois, c'est historique au Parlement. Nous, ça fait des années qu'on la réclame, cette motion parlementaire de destitution de Macron, et le RN a annoncé qu'il ne la votera pas. Et tout ça coïncide avec le calendrier des 2 mois de procès, puisque le procès va durer jusqu'à fin novembre. Donc c'est très très long. Plus la suite, puisque le délibéré ne sera qu'au printemps 2025, puis il y aura l'appel, probablement, puis la cassation. Donc en fait, c'est un fil à la patte du RN jusqu'en au moins 2027. Donc c'est un vrai... je n'ai pas d'éléments factuels, mais je constate que c'est au moment où le RN est extrêmement gentil et doux avec un gouvernement qui est pourtant épouvantable. C'est un gouvernement qui va augmenter brutalement les impôts des classes moyennes, qui évidemment est très européiste, très otaniste. Mais comment vous expliquez ce changement de ligne du Rassemblement national ? Parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle de renoncement. Vous, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez quitté ce parti il y a quelques années. Aujourd'hui, on a l'impression d'un parti qui se rapproche vraiment effectivement d'une ligne, j'allais dire normale, enfin d'une ligne
je vais être hyper excessive, macroniste, on n'y est pas du tout, mais pourquoi ça plaît au grand nombre, ça ? Pas du tout. Moi, je pense qu'au pouvoir, vous verriez assez peu la différence, honnêtement. Avec ce est devenu aujourd'hui leur programme, je pense qu'au pouvoir, beaucoup seraient extrêmement déçus et constateraient vite que ça ressemble beaucoup au macronisme. À partir du moment où vous restez dans l'Union européenne, l'euro, Schengen, le marché européen d'électricité, la CEDH, l'OMS et l'OTAN, ce qui est aujourd'hui le programme du ORN, vous ne changez pas grand-chose. Vous agissez vraiment à la marge de la marge. Mais paradoxalement, ça fonctionne visiblement dans les urnes. Enfin, en tout cas... Ouais, c'est plus compliqué. J'analyse tout ça en détail dans mon dernier livre, La Fini la comédie. Pendant 4 ans, le FN a été en déclin électoral jusqu'en fin 2021, en réalité, suite à ce changement de ligne, parce que ça date de 2017, même si ça s'est aggravé depuis. Et ensuite, toute une série de concours de circonstances, la percée de Mélenchon qui a paradoxalement aidé le RN. Pareil pour la percée de Zemmour, parce que ça a recentrisé le RN pendant la campagne de 2022. Et puis la persistance de Macron, qui a joué le rôle de repoussoir, mais ce sont des aspects assez conjoncturels. Et le RN devrait se méfier, parce qu'à force de renoncer à tout son programme et à ce côté anti-système, il finira par y laisser des plumes. Pourquoi il a changé de programme ? Pour être mieux vu par le système, par les médias. C'est la dédiabolisation. C'est plus que la dédiabolisation. Que vous mettiez de côté des éléments outranciers ou extrémistes, je trouve ça bien. Ne serait-ce que par respect de vous-même et des électeurs. Et pour arriver au pouvoir, il faut le faire de manière sérieuse. Là, c'est la normalisation. C'est-à-dire que vous vous alignez sur le système. Quand nous faisions la dédiabolisation à l'époque, on ne renonçait quand même pas du tout au programme, à la sortie de l'Union européenne, à la sortie de l'euro, à des éléments très, à la sortie de Schengen, des éléments très, très concrets. Là, ils ont renoncé à l'ADN d'un programme patriote et souverainiste, et donc ça n'est plus aujourd'hui un parti patriote et souverainiste, c'est tout, il faut le dire tranquillement. Beaucoup de leurs électeurs, même militants, je suis persuadé, le sont encore, mais il y a un décalage et ils se rendront compte que le programme ne l'est absolument plus. Et en même temps, parce que donc il s'agit bien d'une stratégie électorale forcément, mais est-ce qu'un parti qui se dit anti-système, un peu marginal, peut accéder au pouvoir ? Est-ce qu'on ne s'aperçoit pas en même temps justement que ce qu'on disait, en fait, cet électorat qui gonfle quand même au RN, ça a l'air de marcher, donc peut-être que l'abandon de certaines idées... il n'a jamais été démontré, en tout cas, qu'un parti qui renonce à ses idées a le moindre intérêt pour la vie d'un pays. Soit il n'arrive quand même pas à accéder au pouvoir, ce qui est aujourd'hui le cas du RN. Le second tour des législatives a montré quand même que la marche était encore très très haute. Ou bien encore la présidentielle. Et par ailleurs, quand ils arrivent au pouvoir, il y a eu plusieurs cas en Europe ces dernières années, FPO en Autriche, aux Pays-Bas, Madame Meloni en Italie, ou même Tsipras dans son genre en Grèce. Ça n'a jamais rien donné derrière. C'est normal, puisque ces partis avaient déjà renoncé. Et encore, le RN est allé plus loin dans le renoncement que tous ces partis que je viens de citer. Donc, moi, je pense qu'il faut être très clair sur ces idées. Et il faut, ne serait-ce que pour soit arriver directement au pouvoir, soit pour changer en profondeur l'état d'esprit des Français, faire maturer les idées, parce que sinon les idées n'avancent pas. Si vous renoncez à expliquer que le problème c'est l'euromondialisme, problème en termes économiques, sociaux, migratoires, culturels, de services publics, de liberté, de guerre et de paix, si vous renoncez à faire l'explication de fond, alors jamais le peuple français n'aura les éléments pour avancer dans sa compréhension et dans sa manière de combattre. Et je crois que vous avez là un rôle qui dépasse même simplement le rôle des élections. Vous avez un rôle politique au sens noble du terme, de faire avancer le degré de compréhension des enjeux et de maturité d'un peuple pour qu'il puisse briser ses chaînes par lui-même d'une manière ou d'une autre. Vous savez, l'histoire est pleine de surprises. Par les élections, par une autre manière, je n'en sais rien. Mais je suis persuadé que le peuple français arrivera à briser ses chaînes. Mais pour ça, il faut des hommes politiques et courageux. Il ne faut pas renoncer parce que vous avez envie de passer sur une chaîne info et d'y être bien traité. Il ne faut pas renoncer parce que vous avez envie d'être invité à un dîner d'Emmanuel Macron ou à un dîner avec des ministres pour préparer je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des breloques du système qu'il faut absolument fuir. Florian Philippot, je voulais revenir aussi avec vous sur ce drame, le meurtre de Philippine. Vous étiez au rassemblement, vous, dimanche, en hommage à Philippine, organisé par le collectif Némésis. Il y avait un millier de personnes, mais très peu de responsables politiques. En fait, vous étiez même le seul avec Stéphane Ravier, le sénateur. Ça vous déçoit, ça vous surprend, qu'est-ce que vous retenez de cet événement d'ailleurs, mais au-delà de ça, la mobilisation, vous l'avez trouvée suffisante ?
Alors, je vais vous dire, moi, j'avais été invité donc, par le collectif Némésis. Enfin, une de ses responsables m'avait appelé. Je pense qu'elle a fait le tour. J'imagine qu'elle avait appelé tous les responsables politiques pour nous proposer de venir. On savait qu'il n'y avait pas de prise de parole politique et ça, ce qui est parfaitement Ouais. normal. Mais je crois que notre devoir, c'était d'y être par solidarité et pour exprimer le fait qu'on comprend que le combat il doit être mené. Et des responsables politiques sont là en première ligne pour mener ce combat. Parce que c'était une très belle manifestation, non seulement d'hommage, évidemment, à Philippines et à d'autres victimes, puisqu'il y a eu beaucoup de prises de parole de familles de victimes, d'ailleurs très fortes, très dignes. Ouais. C'était une manifestation très digne, très belle. Enfin, et c'était à la fois une manifestation d'hommage, mais ce n'était pas que cela. C'était aussi une manifestation combative pour dire maintenant on a le devoir de tout changer pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et je crois que là, le responsable politique, il a toute sa place et il a même le devoir d'y être. Et oui, il y avait Stéphane Ravier, oui, j'y étais, et personne d'autre Ouais. en termes politiques, alors qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vous avoue que Ouais. j'ai vu tellement de choses ces dernières années sur le manque de courage et la lâcheté de tant de responsables politiques. Hein. Excusez-moi, je suis obligé d'avoir des mots durs parce que je l'ai constaté tellement dans les combats qu'on a menés sur le Covid, sur les suspendus, sur la guerre et la paix, sur la question européenne, on en parlait à l'instant, ce qui est une autre forme de lâcheté que de renoncer au Frexit. J'ai tellement vu de lâcheté que je ne suis plus surpris quand je vois un nouveau signe quand même inacceptable. Comment ne pas être là? Enfin, je ne comprends pas. Voilà. Surtout que Némésis s'est démené. Je pense qu'ils ont invité beaucoup de monde. Et personnellement, je ne comprends pas. Mais après, comme organisateur de manifestations, parce que je suis un organisateur de manifestations, j'en ai pas mal à mon compteur. Oui, d'ailleurs, vous continuez. Bien sûr, on va en faire en octobre. Là. Non seulement, nous aussi, on a invité à un moment, et on continue, on essaie beaucoup de responsables politiques de tout parti. Moi, j'ai invité des gens du RN, de Reconquête, même des gens qui se battaient dans d'autres partis politiques à l'époque sur les libertés. Certains venaient, mais la minorité venait, une minorité venait. Beaucoup mais ne venaient pas. pourquoi ils ont peur de l'image, de la fameuse récupération politique, de subir un faux procès? Je pense qu'ils ont peur à chaque fois pour des éléments d'image ou de com. Et je ne comprends pas d'ailleurs de quoi ils ont peur. Enfin, honnêtement, la manifestation Némésis, c'était une très belle manifestation, extrêmement digne. Il y avait au contraire que du... Enfin, je trouve qu'il en ressortait des choses, c'était très, très triste, mais il en sortait que des choses positives parce que c'était des gens qui étaient très sincères qui étaient là. Et il n'y a eu d'ailleurs aucun heurt, il n'y a eu aucun problème. Vous voyez, donc... oui, je crois qu'ils soignent, ils croient soigner en tout cas leur image ou je ne sais quoi, mais à force de raisonner comme ça, vous ne faites plus rien. Vous êtes prisonnier d'un système. D'autant plus de la part de partis politiques qui parlent beaucoup d'immigration, puis quand on les attend, ils ne sont pas là. Voilà, c'est tout. Moi, je constate juste ça. Voilà, c'est tout. Alors, nous avons appris, Florian Philippot, aussi hier, la mort de Kylian, 17 ans, tué à coups de couteau par un Algérien de 22 ans à la sortie d'une boîte de nuit en Normandie. Les circonstances ne sont pas encore connues, mais déjà, Florian Philippot, que dire et que penser? On commence à comprendre le ras-le-bol de ceux qui ne veulent plus participer à ces rassemblements, à ces hommages aussi parce qu'ils sont lassés. Il y a vraiment un réel sentiment d'impuissance, en fait, Florian Philippot. Oui, je comprends très bien et je suis très effondré pour la famille de ce jeune homme et pour ce jeune homme qui avait d'ailleurs un grand avenir. C'était, je crois, un champion de boxe. De boxe. Enfin, bon, voilà, il avait un avenir tout tracé qui était probablement magnifique. C'est terrible, mais effectivement, alors les marches blanches, les hommages, je ne vais pas critiquer parce que parfois les familles en ont besoin et je ne vais pas me permettre de rentrer là-dedans, mais ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, la manifestation pour Philippines, encore une fois, ça n'était pas du tout que cela. C'était une manifestation au sens, je dirais, politique, mais au sens bon du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Les citoyens qui s'occupent des affaires de leur cité et qui s'occupent de leurs enfants et qui s'occupent du bien commun. Et ça, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on doit faire en matière migratoire? On doit arrêter complètement. Et on doit pouvoir expulser qui on veut. C'est simple. Comment on fait pour faire ça? On reprend le contrôle. On est un pays qui a des frontières nationales, parce que déjà, expulser quelqu'un à une frontière qui n'existe plus, moi, je ne sais pas comment on fait. On ne peut pas. Donc déjà, on récupère des frontières nationales. Première des choses, vous ne récupérez pas de frontières nationales si vous ne quittez pas Schengen et l'Union européenne. Ça n'existe pas. On peut m'expliquer le problème par tous les sens. C'est interdit. Voilà. Et qu'on ne me dise pas, regardez, l'Allemagne a remis des contrôles aux frontières.
La France fait ce que fait l'Allemagne là depuis quelques semaines. La France le fait sans discontinuer depuis le 13 novembre 2015. Ça fait 9 ans que nous sommes dans le même régime que l'Allemagne, c'est-à-dire le truc tous les 6 mois, la dérogation Schengen. C'est Hollande qui l'avait déclenché après le Bataclan. Et tous les 6 mois depuis, on n'a jamais cessé de la redéclencher. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quoi que ce soit? Bien sûr que non. Nous n'avons pas reconstitué de frontière nationale, pas plus que l'Allemagne, pas plus. On me dit le Danemark prouve qu'on peut y arriver. Je vous signale qu'aujourd'hui même, la Cour de justice de l'Union européenne va juger la loi anti-immigration du Danemark et va probablement la retoquer. Qui d'ailleurs, loi qui ne règle pas tout, puisque le Danemark a aussi des problèmes, contrairement à ce qu'on dit. Mais la France en a infiniment plus. Donc, on reprend le contrôle de notre politique migratoire en quittant l'Union européenne, la CEDH et Schengen. Il n'y a pas d'autre solution. Ce ne sera pas suffisant. Il faudra derrière la volonté d'agir, la volonté de négocier avec les pays, les fameux laissez-passer consulaires pour pouvoir les reconduire à la frontière, la volonté de délivrer infiniment moins de titres de séjour, la volonté de reconstituer un corps des douanes. Ça, c'est le grand tabou aussi, c'est qu'on a démantelé les douanes. Il n'y a plus de douanes en France, il y a très peu de douaniers. Il faut reconstituer ce corps qui est indispensable à toute politique migratoire. Et voilà, ça, c'est le volet, si vous voulez, migratoire en France. Arrêter le regroupement familial. Pareil, le regroupement familial, il est rendu obligatoire par une directive européenne de 2003. Il est rendu obligatoire par la jurisprudence de la CEDH. Donc, tous ceux qui ne vous parlent pas de tout ça, quand ils vous parlent d'immigration, ils vous parlent de vent. Mais ça veut dire que pour vous, lorsque Bruno Retailleau tient des propos quand même assez fermes sur l'immigration, sur les EQTF, etc., sur même les accords d'Algérie de 68, ça ne vaut rien tant qu'on ne quitte pas l'Europe? Ça vaut zéro. Ça vaut juste à enfumer les éternels gogos qui adorent être enfumés. Qu'ils l'ont déjà été en 2003, 2004, 2007 par Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis candidat à la présidentielle, puis président, qui a ensuite été enfumé. Et on en a eu plein des ministres comme ça, qui sont arrivés. Tony Truant à Place Beauvau, on a eu à l'époque Hortefeux, on a eu Guéant, on a eu Valls, on a eu même Darmanin en son temps, qui a eu des propos un peu raides. Et ça ne donne évidemment jamais rien. Parce que, encore une fois, vu ce que je viens de dire, si M. Retailleau à côté nous dit donc, j'en tirerai des conclusions en proposant au président de la République un référendum sur le Frexit. Là, je commencerai à le prendre beaucoup plus au sérieux, M. Retailleau. Mais là, c'est pour enfumer. Si vous voulez, je crois que la fonction dans ce gouvernement de Retailleau, ça va être d'amuser la galerie. Il va nous faire des sorties comme ça pour que les gens disent derrière, d'un côté, ah, il est formidable, il va enfin prendre le problème en charge et tout, donc ces gens-là vont être enfumés. En face, vous avez les idiots utiles qui vont vous dire c'est du fascisme, c'est le retour des bruits de bottes, etc. Les abrutis qui, en fait, font son jeu parce qu'ils sont tellement outranciers dans leurs bêtises que ça le fait passer pour un dur, même quand il n'a encore rien fait. Et même quand on va voir que les chiffres d'immigration, malheureusement, vont continuer à augmenter, vous verrez. Et d'un autre côté, pendant ce temps-là, le maire, pas le maire, Barnier et le nouveau ministre de l'économie vont faire une politique hyper austère exigée par Bruxelles, vont couper dans la santé, dans les services publics, ils vont augmenter massivement les impôts et les taxes. Et en politique étrangère, nous serons alignés sur Washington. Vous voyez, et Retailleau sera là pour un peu faire le théâtre, pour masquer tout ça, toutes les saloperies qui seront faites derrière. Je crois que c'est ça sa vocation. Je ne sais pas s'il en est conscient. Je ne juge pas l'homme, je ne le connais pas, je ne connais pas son degré de sincérité. Ce n'est pas mon sujet. Pour moi, il est juste aujourd'hui ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité des Français et de la question migratoire. Et vu les outils dont il dispose, et manifestement, il n'a pas l'intention d'en changer, évidemment, tout ce qu'il annonce ne sera que du vent. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Florian Philippot pour cet entretien sans langue de bois, comme toujours. On va suivre de toute façon cette actualité politique, notamment le discours de politique générale de Michel Barnier cet après-midi. À très bientôt Florian Philippot. À bientôt, au revoir.